faire maintenant, tiens, en attendant Marie. Ah, mais voilà, elle est à l'écran, donc on fera un point. Alors, il y a là, je vais laisser la musique au fait. On va laisser la suite. Hop. Voilà, on va récupérer l'image de la visio. Alors j'ai l'impression qu'elle apparaît. Ah bah oui, super, elle apparaît. Donc on va couper la caméra. On va envoyer que la visio. Voilà. Donc, Marie, je suppose que tu m'entends là. J'ai pas encore récupéré le son en provenance de chez toi. À l'image, nous sommes maintenant tous les deux à l'image. On va, Marie, bonjour, on va tester le son. Est-ce que tu m'entends? Alors non, alors pour l'instant, je ne t'entends pas. Toc, 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 toc. Ok. Alors, il faut qu'on arrive à récupérer le son. Marie, est-ce que tu m'entends, toi? Tu m'entends? Toi, tu m'entends très bien. Euh, pour éviter de chercher dans une direction qui ne serait pas la bonne, est-ce qu'il est possible que tu te déconnectes et que tu te reconnectes? Déjà qu'on vérifie si tout va bien côté connexion. Comme ça, on va voir s'il y a le son. Désactiver le son. Alors, micro. Haut-parleur. Ok. Identique système. J'ai compris. Voilà, bah c'est parfait. Normalement, maintenant, ça va marcher. Alors, Marie-Joëlle Lanctot. Hop. Donc, qui est psychopraticienne. Ok, ma langue a fourché, juste au moment où tu es arrivé à l'écran. Ah, super, ça marche. Voilà. En fait, le temps que tu te déconnectes et que tu te rebranches, j'ai trouvé le paramétrage qui manquait. Donc maintenant, on t'entend normalement. Genre, je mets le son à fond de l'ordinateur. Hop. Comment ça va, Marie? Bonjour tout le monde, bonjour Olivier, et ça va? Un peu stressée en ce premier direct de ma vie, mais je suis contente. J'allais te Et poser. toi, comment Oui. ça se passe? Bah, ça se passe très bien. Je vois pas le temps passer. Et donc quelques aléas techniques, mais qui ont été vite résolus. Bah, écoute, il y a de l'interaction. On a eu la chance d'avoir des questions et des auditeurs et des auditrices qui nous posent des questions et ça motive. Et pour l'instant, les intervenants qui sont passés sont contents. Et tu vois, là, j'ai à peine le temps de regarder ce qui se passe du côté du remplissage des questionnaires. Et même, je n'ai pas encore vérifié où en est le compteur de l'objectif de pleine conscience, le compteur collectif de... Alors, donc on a Adeline qui vient de faire un test peut-être sur la... Alors, je vais masquer... Voilà. En fait, je pense qu'il y a Adeline qui s'est connectée... Ah. Alors, attends, on va juste préciser un truc. Bonjour Adeline, tu nous entends? Voilà, on a une invitée, pas une invitée surprise, parce que Adeline, vous l'avez en avant-première, elle est prévue pour la séquence de 22 heures et elle s'est connectée au lien Zoom, qui est le même lien Zoom pour tous les intervenants. Alors je vais regarder si je vais la mettre dans la salle d'attente. Voilà, donc je ne sais pas si elle va comprendre ou pas, mais voilà.
Alors, donc je disais juste, oui, que j'ai pas eu le temps encore de regarder où on en était de cet objectif collectif d'expérience de pleine conscience, voilà, de temps cumulé, mais on regardera ça à la fin de cette séquence. Alors, Marie-Joëlle, merci d'être là. Avec grand plaisir. Ouais. Donc, tu disais que c'était ton premier direct. De toute façon, c'est le cas de beaucoup, de beaucoup d'intervenants là, dans ces 24 heures. Et bien entendu, tout va bien se passer, c'est sûr. Est-ce que tu veux te présenter et nous dire quelle est ton activité? Eh bien, oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis psychopraticienne, spécialisée dans les conduites sportives et alimentaires, à savoir que je peux aussi recevoir des demandes qui ne concernent pas forcément le sport et l'alimentation, qui seraient de l'ordre d'un mal-être, d'une épreuve de vie ou d'une quête d'épanouissement. Du coup, mon métier, c'est celui de thérapeute ou de psychothérapeute, mais avec un cursus professionnel et de formation différent que si je venais d'un cursus, on va dire, comme les psychologues qui, eux, ont été à l'université. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, c'est un cumul donc d'expériences et personnelles et professionnelles qui m'ont mené jusqu'à ce beau métier aujourd'hui où je pense être à ma place, en tout cas que je suis vraiment heureuse d'exercer. Mais voilà, rapidement, moi je suis passée de très jeune de l'hôtellerie à Montréal parce que je suis québécoise. C'est cette hôtellerie qui m'a donc menée en France par le biais de la sommellerie que j'étudiais à l'époque. Ce contact avec les gens me plaisant mais n'était pas suffisant et étant sportive, étant une sportive en compétition amateur, je suis devenue coach sportive, professeure de yoga, professeure de pilates. J'avais vraiment cette affinité avec les choses un petit peu plus thérapeutiques aussi que pure performance. Et de fil en aiguille, de coach sportive, je me suis formée au métier de thérapeute avec je suis passée par différents diplômes, dont celui de praticien en écoute active, en psychosynthèse et de psychopraticienne aussi. Plus récemment. Donc je suis installée à mon compte depuis septembre 2021. Et qu'est-ce qui... Alors, je pense que vous avez un retour de son qui vient toujours d'Adeline. Alors Adeline, est-ce que tu nous entends? Oui, voilà. Mais je ne pensais pas que j'avais mis le son, désolée. Voilà, il faudrait que tu coupes le son. Alors sinon, Adeline, pour toi, ça sera plus confortable parce que quand tu nous rejoins tout à l'heure à 22h, ça sera plus confortable pour toi de suivre ce qui se passe sur YouTube en prenant le lien de la page du programme. Bon, je vais essayer de trouver alors, parce que je pensais que je pouvais écouter là sans être visible et ça marche pas. Si tu veux, tu fais ça aussi également. À tout à l'heure, Adeline, merci. Ciao. Oui, excuse Marie pour cette petite interruption. Oui, donc là, tu nous as présenté le parcours, à ce qui t'a amené à faire ça. Est-ce que tu t'es aussi dit, donc je vais faire ce métier parce que j'ai détecté un problème général ou que tu sens qu'il y a de plus en plus besoin de psychopatriciens comme toi Ah oui, alors merci de poser cette question. Alors déjà, le titre de psychopraticien, il est émergent, il a encore besoin d'encadrement à venir, je pense, mais c'est vrai que c'est très intéressant pour les gens comme moi qui font des reconversions et qui n'ont pas toujours les moyens financiers ou logistiques, surtout logistiquement, d'aller retourner 5 ou 6 ans sur les bancs de l'école. Et je pense, oui, qu'il y a une demande accrue aujourd'hui de personnes qui soit sont en détresse, ne serait-ce que par rapport à l'avenir, qui est incertain, plus qu'il était peut-être il y a quelques années. Aussi, les gens, je pense, sont plus amenés maintenant vers cette démarche d'introspection, de se poser des questions sur eux-mêmes, sans même aller encore très mal, mais beaucoup de gens sont en quête de meilleures réponses vis-à-vis de qui ils sont, de comment ils fonctionnent et de comment soit optimiser leur vie ou soit améliorer
améliorer des situations de leur quotidien, améliorer leurs relations, améliorer leur relation à eux-mêmes aussi. Donc il y a une demande, donc c'est pour ça que le psychopraticien c'est intéressant parce qu'on n'est pas obligé non plus d'être expert en psychopathologie grave, hein, ce qui n'est pas mon cas. Moi je ne vais pas recevoir des patients qui présentent des symptômes de psychopathologie grave, mais je peux aider, accompagner des personnes qui vont pour autant être en détresse sans que ça recourt un suivi peut-être psychiatrique ou psychopathologique, quoique je peux me joindre sans me substituer, mais je peux me joindre aussi. Je peux m'inscrire dans le parcours par contre d'un patient qui aurait des problèmes très lourds en pluridisciplinaire avec d'autres professionnels qui eux seraient psychologues ou qui eux seraient psychiatres. Et moi je peux amener mon petit regard différent à moi, particulier, qui vient de mon parcours. Parce qu'il faut dire que je ne suis pas arrivée là par hasard. Ah, ça Il y a aussi un souhait de... Ok, non c'est bon, tu disais que tu n'es pas arrivé là par hasard et qu'il y a un souhait. C'est ça, le souhait aussi de tendre la main à mon tour parce que moi j'ai eu besoin de main tendue sur mon propre parcours. Pourquoi l'alimentation? C'est que moi-même j'ai été en proie à des troubles du comportement alimentaire depuis jeune, donc j'ai été moi-même amenée à réfléchir énormément à cette question. J'ai été amenée jeune sur un parcours psychothérapeutique moi-même, donc ça c'est pour l'expérience personnelle et en tant que sportive aussi. Ça je pense que c'est un besoin qui va émerger et c'est pour ça que j'avais envie d'être sur le terrain, prête pour recevoir des demandes de sportifs. Il y a un tel engouement pour le sport aujourd'hui qu'on ne parle pas encore du revers de médaille des bienfaits du sport qui peuvent aussi des fois se transformer en effets nocifs, notamment avec la bigorexie, l'addiction au sport, qui vont être souvent en comorbidité ou concomitant ensuite avec des troubles du comportement alimentaire. C'est courant de le voir. Je pense que aujourd'hui tellement de gens pratiquent le sport, mais le sport a aussi un potentiel, il a des contre-effets en excès pour la santé psychologique et physique. Et je vais aussi pouvoir être là, vu que je l'ai vécu moi-même, je vais pouvoir être là pour accompagner les personnes qui auraient besoin de retrouver un équilibre dans leur pratique sportive ou dans leur vie plus généralement. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Si, tout à fait. Alors justement, là tu nous as présenté donc ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix de métier. Pour en savoir un petit peu plus sur toi, on va utiliser le brise-glace. Et donc je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir comment ça fonctionnait avec les autres experts invités. Tu as compris la règle du jeu? Non. Pour être honnête, j'ai rien écouté avant pour pas me D'accord. avec... Ok. Très bien, ça va être une surprise pour toi. Donc imaginons que tu prends 2 semaines de vacances. Où est-ce que tu pars? Alors assez rapidement au Népal. Ok. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi ou ça coule de source parce que c'est... Pour moi, c'est l'autre bout du monde, donc c'est un dépaysement. J'ai vraiment l'impression que l'Asie, ça sera un dépaysement, une autre culture. Le Népal, parce que c'est empreint dans mon esprit d'une spiritualité aussi qui se rapproche de celle du yoga, de l'hindouisme, du bouddhisme, et qui m'attire et qui m'interpelle depuis un moment. Et pour les paysages, pour peut-être l'aventure à quelques milliers de mètres d'altitude. Moi, je n'ai pas du tout d'ambition d'aller au-delà des 5000, mais ça ne me déplairait pas de me challenger dans les sommets du coin. Quoi. Si tu ne vas pas au-delà des 5000 et que tu fais déjà 4999, c'est déjà pas mal. Où ça me mènerait, mais mettre les pieds dans l'Himalaya, c'est un rêve depuis petit. Ok, et donc maintenant, comme tu pars en vacances pendant 2 semaines, il faut qu'on trouve un remplaçant à ton activité, parce que c'est important que tu assures la continuité de service. Donc on va choisir 4 postulants remplaçants et tu vas nous dire qui tu sélectionnes au final. Alors pour ça, est-ce que tu veux bien nous donner 4 chiffres entre 1 et 48?
Ah oui. Le vin, Alors le vin, le 4, écoute d'abord. Alors le vin, c'est Carla Bruni qui se présente. Carla Bruni, Ok. oui. Après le vin, tu as dit Le le 4. le 4. Ah bah on l'avait tout à l'heure d'ailleurs, il me semble. Lionel Messi, ça va te parler. Ah, je dis bonjour à Gloria qui arrive en même temps. Ensuite, vas-y, tu vas dire ensuite le. Ouais, j'avais rien Ah dit. ok, pardon. Le 32 le 32, Catherine Deneuve et le 48. et le 48, LeBron James. C'est difficile Je comme connais choix. pas. LeBron James, le basketteur de la NBA. D'accord. Si je dis pas de bêtises, hein, ouais. Voilà. Donc qui sera le plus à même de te remplacer? Alors, donc on a dit Lionel Messi, Carla LeBron Bruni, James, Catherine Carla Deneuve. Bruni et Catherine Deneuve. Tu choisis qui? Alors c'est vraiment, waouh, vraiment difficile comme question. Mais contre toute attente, je sélectionnerai Carla Bruni. Euh, Parce qu'elle va faire de la musicothérapie? Ou de et la- bien, ou de la- en ou fait, de la- moi, ou- Carla Bruni, je l'ai appréciée, oui, quand j'ai eu cette surprise un peu de découvrir qu'elle avait des affinités ouais, musicales et j'ai bien aimé le premier album qu'elle a fait. Je me souviens de l'avoir vraiment écouté à l'époque, tout ça. C'était d'ailleurs peut-être un an avant que j'arrive en France. Et donc oui, il y avait cette douceur et cette fausse candeur un peu dans cet album qui me plaisait. Je pense qu'elle pourrait faire preuve d'une certaine empathie et d'une certaine douceur pour me remplacer. Et puis je pense je pense que pour s'être rendue là où on la connaît aujourd'hui, c'est une femme qui est pas bête du tout, quoi. Ok, Donc, ok, bon, c'est ok. important aussi. Oui. Donc on en sait, ouais, comme ça, grâce à elle, on en sait un peu plus sur ta personnalité. Alors, on va maintenant revenir sur le sujet de cette séquence qui est la résilience. Alors, pour expliquer aux auditeurs le contexte, le pourquoi le pourquoi tu es là, c'est que donc au départ, je t'avais contacté parce que je connaissais ton expérience professionnelle en matière de visualisation sportive. Et donc je t'avais contacté pour cette séquence. Et puis quand on a balayé l'ensemble des sujets, il y a le thème de la résilience qui t'a interpellé. Est-ce que Tout de suite, oui. ouais, alors oui, c'est vrai, tout de suite. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi? Ben, oui, évidemment, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la résilience, parce que comme on a pu en parler ensemble déjà, je trouve que ça serait c'est un sujet d'intérêt public aujourd'hui, qui devrait s'inscrire dans notre éducation. Je trouve qu'on devrait en parler plus et plus tôt dans nos vies, de la résilience. Pourquoi? Parce que moi, en fait, j'ai rencontré, même inconsciemment, mais tôt dans ma vie, le besoin de faire appel à ma propre résilience, hein, parce que je me suis retrouvée moi-même hospitalisée d'urgence à 12 ans en comprenant à peine ce qui m'arrivait, sur un parcours de soins qui était psy puis psychiatrique. Donc, disons que c'était entré tôt dans ma vie et jusqu'à cette époque, jusqu'à mes 12 ans, ce que j'avais reçu, on va dire, comme message de la part de mon éducation, c'était que la vie, on cherchait à mener une vie idéale. Et moi, j'ai vite compris que c'était pas proprement ça la vie, chercher l'idéal ou être que dans l'idéal ou être que dans le côté soleil des choses. En fait, il y avait sur nos routes de l'adversité, il y avait des épreuves, il y avait des écueils, voilà, des obstacles à surmonter, enfin on appelle ça comme on veut. Et
Et en fait, je pense que ça a été déjà là, quelque chose en moi a compris que il fallait que je me serve de cette adversité comme d'une opportunité pour grandir et m'enrichir. Et c'est ça, moi, que j'aimerais qu'on apporte dans notre éducation comme message à travers la résilience, c'est l'importance, en fait, l'adversité, elle fait partie de la vie, qu'il y a une importance à l'intégrer et à non pas la fuir ou à faire contre elle, mais à faire avec elle, parce qu'elle peut, justement, c'est elle qui est un moteur de développement d'une personne et de construction d'une personne et d'aller puiser dans des ressources aussi peut-être bien plus insoupçonnées que lorsque tout est idéal et que tout va bien. Donc c'est le fait que pour moi, oui, bon, on en entend en plus énormément parler aujourd'hui, donc c'est peut-être bien de faire un point pour bien cerner de quoi il s'agit quand on parle de résilience, hein, parce que quand il y a eu la Covid, la première année, on l'a entendu de partout, hein, entrer en résilience, la résilience. Donc je trouvais ça bien, moi, de faire un point, par exemple, à travers ton direct pour en donner ma vision, puisque après, ça m'appartient, ce que je vais dire, hein, ce que je vais livrer ici, et que je pense que c'est vrai que c'est aujourd'hui une notion, la résilience, qu'on gagnerait sur laquelle on gagnerait à apprendre, voilà, pour mieux inclure l'adversité dans nos vies. Et la résilience, c'est le processus qui permet en fait de faire avec l'adversité. Ok. Alors justement, qu'est-ce qu'il est possible d'apporter aux auditeurs au cours de cette séquence? Avant la fin de à la fin de la séquence, avec quoi ils repartiront? Qu'est-ce qu'on a comme cadeau à leur donner? Mais ce qu'on espère, ce que j'espère, c'est qu'ils pourront se saisir de 4 clés qui sont pour moi 4 des clés qui encouragent le processus de résilience en chacun. Cela dit, qui vont aussi peut-être pouvoir repartir avec ce réconfort qui est que la résilience, même si elle est peut-être plus prépondérante en certaines personnes, où il y a des personnes plus prédisposées à être résilientes, il reste que c'est un processus que l'on peut encourager et sur lequel on peut travailler. Donc, il n'est pas exclusif à certains et refusé à d'autres. Donc, voilà, on a des clés pour approfondir la mise en œuvre de ce processus. Ok, donc promesse aux auditeurs, 4 clés, 4 pistes à explorer pour renforcer votre résilience. Alors, on a donc tout à l'heure tu parlais, donc en fait on va fonctionner comme on fonctionne à chaque fois sur chaque atelier. On va partir du plus général pour aller vers le plus particulier, c'est-à-dire vers la promesse que l'on fait aux auditeurs. Alors tout à l'heure tu disais donc la résilience, on n'en parle pas assez. Alors on n'en parle pas assez dans le cadre finalement de tu parlais tout à l'heure de l'éducation nationale presque, mais dans les médias on en parle quand même beaucoup. Est-ce que là, dans cette séquence, est-ce qu'on va parler de résilience, par exemple, des territoires? Tout à l'heure, on avait Karel qui nous parlait de la résilience alimentaire. Est-ce qu'on va aller vers ça? Ou même de résilience, même des organisations, des choses comme ça? Ou est-ce que tu vas te concentrer que sur l'individu? Alors, c'est vrai que moi, aujourd'hui, dans cette séquence, ce que je vais dire va plus se rapporter déjà à la résilience de l'individu à cette échelle-là, qui est celle aussi que moi j'ai la chance de travailler et d'encourager à travers le métier que je fais de thérapeute, la résilience d'une personne en face de l'autre. Cela dit, ça n'empêche pas qu'on peut regarder à l'échelle de l'individu les possibles de la mise en œuvre de cette résilience à des échelles plus grandes qui seraient collectives, ensuite sociétales et ainsi de suite. Mais c'est vrai que la séquence portera plus sur le fait de réfléchir déjà à celle qui est à l'échelle individuelle. Ok, très bien. Après, j'avais envie de dire, je rebondis sur ça, mais la résilience, c'est vraiment un principe qui est inhérent au vivant. Pour autant, donc on peut en saisir des clés, on en a compris des choses, mais finalement c'est quelque chose presque qui est dans l'instinct du vivant, puisque la nature est résiliente
une plante qui va chercher à contourner ou à pousser dans un rocher malgré tout. Voilà, j'avais évoqué ça parce que moi je trouve que c'est un très bel exemple. J'avais envie de partager la résilience du loup, par exemple, à créer l'animal qui est le chien aujourd'hui, puisque ce serait le loup qui aurait finalement apprivoisé l'homme, les loups maltraités dans leur hiérarchie de meute, qui se seraient retrouvés isolés, auraient cherché à comprendre l'être humain, se rapprocher de lui et voir comment il pouvait lui rendre service. Et du coup, ensuite, il a été inclus dans un partenariat avec l'homme plus préhistorique, hein, l'homme nomade. Voilà, il y a des exemples de résilience un peu partout, quoi. Enfin, voilà. Et c'est un principe qui est en chaque être vivant. Alors, justement, pour démarrer Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, termine. Je voulais juste dire, la résilience, le potentiel de résilience, il est dans les systèmes aussi. S'il est dans l'individu, il est après dans l'écosystème ou dans les systèmes, voilà, évidemment, dans une échelle plus large. Pour bien matérialiser là, ce que tu dis quand tu parles de l'individu, est-ce qu'il serait possible là d'imaginer, là, juste maintenant, un cas où on a une personne donc, qui subit un choc, à toi de nous dire quel est le choc qu'elle subit, et dans quel cas on va déterminer qu'une personne est résiliente, et dans quel cas on va déterminer qu'elle ne l'est pas. Est-ce que comme ça, là, tu es capable de nous donner une situation? Alors, je sais pas, ça peut être quelque chose de très dramatique. Oui. Je vais essayer de trouver un exemple, mais ça me permet aussi ça m'amène de l'eau au moulin pour déjà peut-être donner une petite définition Bien sûr. rapide de comment moi je me suis approprié ce concept de résilience. La résilience, hein, c'est de manière très générale le processus qui nous permet de traverser les épreuves avec une idée d'avoir une plus-value à la clé de cette épreuve. Pour être un peu plus précis en disant ça, c'est aussi ma manière de me l'être approprié et de l'expliquer aujourd'hui. Il y aurait un peu la petite résilience, hein, moi c'est comme ça que je l'appelle, la petite résilience qui est le fait de ne pas s'écrouler ou de ne pas complètement se désorganiser face aux difficultés du quotidien. Par exemple, dans le sport, cette petite résilience, elle est beaucoup travaillée et sollicitée parce que justement, si on prend un tennisman, toi qui joue au tennis, des fois sur un coup, le psychisme peut commencer à s'écrouler, on perd confiance, on se parle mal, on est en colère contre nous-mêmes ou contre la décision de l'arbitre qui a été injuste envers nous. Et des fois, sur un coup, un match peut se jouer. Parce que tout doucement, notre structure va se désorganiser et voir certains étages vont un petit peu s'écrouler. Des fois, il suffit d'un coup. Donc, comment travailler le fait de encaisser ce petit mauvais coup, cette difficulté, sans se désorganiser. Donc là-dessus, on a aussi l'exemple du roseau, hein, qui est vraiment un ambassadeur de la résilience en tant que symbole. Le roseau qui plie mais ne casse pas, contre par exemple le chêne qui lui ne plie jamais, mais le jour où il plie, il casse, quoi. Donc le chêne est très résistant, mais peut-être moins résilient que le roseau. Donc la petite résilience, qui est le fait de ne pas se désorganiser dans les petites difficultés, et la grande résilience, qui est là, cette capacité, effectivement, voilà, d'absorber un tel choc qui va peut-être faire qu'on s'écroule, qui va faire qu'on perd ses moyens, mais du coup, c'est le processus de résilience qui va se mettre en œuvre, qui va faire qu'on se relève, qu'on saisit ce choc ou ce drame ou cette épreuve comme une opportunité, qu'on en fait quelque chose, donc finalement qu'on la traverse presque en la transcendant ou en transformant peut-être le plomb en or, si on peut dire. La grande résilience. Donc c'est là, on la voit beaucoup dans les situations de handicap. Quelqu'un qui perd définitivement quelque chose, une porte se ferme définitivement pour lui, cette personne va devoir trouver à quel autre endroit insoupçonné une autre porte s'est ouverte dans cette catastrophe ou dans ce drame. Ça va être la grande résilience. Donc,
c'est un peu ça aussi que ça me donne envie de dire, ta question, c'est qu'il y a une différence entre la résilience et la résistance. On peut être confronté à une épreuve et tenir face à cette épreuve en étant plus résistant, mais finalement peut-être pas tant résilient. Et où va se situer cette différence? Moi, j'ai tendance à le résumer en disant, être résilient, ça va être davantage faire avec l'épreuve plutôt que contre l'épreuve, qui serait un petit peu plus une notion de résistance. Résister, c'est faire contre l'épreuve, et être résilient, c'est faire avec l'épreuve. Donc ça nous amène peut-être à une des premières clés, qui est la notion d'accueil de l'épreuve. Si on rencontre un choc, une épreuve, une porte qui se ferme peut-être à jamais, la conscience que c'est en train de nous arriver et l'accueil de ce fait va être déterminant, une des premières clés déterminantes à plutôt mettre en œuvre un processus résilient. Plutôt que de refouler, refuser, dire ça c'est pas possible, ça va pas m'arriver, je résiste. Dans la résilience, il y a plutôt cette notion d'être dans l'accueil et dire ok, maintenant je vais faire avec ça. Je sais pas si ça... Oui, c'est clair et il me semble que ça serait encore plus si on arrive à l'imager. Parce que tu parlais du handicap tout à l'heure. Est-ce que il me semble que c'est un exemple suffisamment parlant. Si on prend quelqu'un qui a un accident et qui se retrouve alors imaginons amputé d'une jambe. Tiens, puisque c'est l'image qui illustre cette séquence avec la personne qui est amputée d'une jambe mais qui fait quand même du surf. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Donc la personne a un accident, elle perd sa jambe. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là être résistant? Ou peut-être que c'est pas le bon exemple dans ce cas. Mais, alors, si, je pense qu'on peut je pense que je peux essayer de me débrouiller. Par exemple, être résistant, ça serait, admettons qu'en plus là-dessus on prend un sportif qui était peut-être de haut niveau, donc un champion de surf qui se retrouve amputé d'une jambe. Ce serait que dans un premier temps, il fasse sa rééduque, le nécessaire, peut-être une prothèse et ainsi de suite, et qu'après il cherche à revenir là où il était avant. Ce qui sera beau en soi. Je veux dire, la résistance, là ce qu'on a appelé, entre gros guillemets, un exemple de résistance, c'est quand même le témoignage d'effort et de bravoure. Mais ça serait peut-être qu'il cherche à revenir à ce qu'il était avant. C'est-à-dire un champion de surf qui faisait les mêmes figures qu'avant, qui se remet au même niveau que ce qu'il était avant. Et il y a moyen que dans tout ça, il se rende compte que c'est pas possible, il va être frustré, il va être en colère et il risque d'en souffrir. Parce que quelque part, il y a une porte qui s'est définitivement fermée. Cette jambe, telle qu'elle était, sa vraie jambe, il ne la retrouvera plus. Et il ne sera jamais le même surfeur qu'il était avant. Donc être résilient, c'est saisir cette opportunité-là et dire si je suis devenue une autre version de moi-même, quelle est cette autre version? Comment je la découvre? Et c'est là que ce surfeur pourrait se dire, avec cette prothèse, est-ce que je suis capable de choses où j'ai des sensations que je n'avais pas avant? Et si aussi manque des sensations par rapport à avant, comment j'y pallie? Et est-ce que ça ne va pas me rendre meilleur dans d'autres capacités que je peux développer? Mon centre du corps, si j'ai plus les mêmes appuis au niveau des pieds, peut-être que je vais devenir encore plus conscient, performant au niveau de mes sensations du centre du corps, au niveau de mes sensations d'équilibre, l'oreille interne, j'en sais rien, moi, travailler sur le regard, enfin. Donc peut-être que cette personne-là où elle va perdre, elle aura un manque, voilà ce qui était, je dis vraiment un truc vite fait, la notion de ses appuis au niveau des pieds, elle va gagner en aptitude qu'elle n'aurait pas gagné ailleurs,
dans son gainage, dans sa lucidité, dans sa lecture de la vague. Comme la personne est plus fragile, peut-être aussi elle a moins d'appui qu'avant, elle devra mieux lire l'océan encore. Elle devra être encore plus au taquet quoi, sur d'autres choses. Et puis d'autres possibilités aussi, c'est qu'elle rejoigne des groupes. Ça, c'est typiquement dans la situation de handicap. Une des portes qui s'ouvre en général, c'est qu'on va fréquenter des gens qu'on n'aurait jamais fréquentés autrement. Des gens qui peuvent peut-être vivre la même chose que nous et qui vont nous aider, desquels on va recevoir du soutien, de la compréhension vraiment très sincère. Et ça, c'est des opportunités aussi parce que c'est des rencontres. On sait très bien que dans la résilience, les rencontres sont une autre clé qui encourage le processus de résilience. Donc, on va faire des rencontres qu'on n'aurait pas faites autrement, qui peuvent nous ouvrir vraiment là sur nous-mêmes des choses. Et on peut aussi s'ouvrir sur notre vision. Parce que peut-être qu'avant, on se serait dit être le dernier ou les gens qui ne sont pas les meilleurs n'ont rien à m'apprendre. Et là, on est obligé, par exemple, dans une situation comme celle-là, de tout refaire depuis le début et de dire, sur mon trajet, j'ai peut-être oublié en fait d'écouter plein de personnes qui auraient pu m'être utiles, puisque finalement, les derniers ont autant à apprendre aux premiers que les premiers ont autant à apprendre aux derniers. Donc voilà les différents styles de portes qui peuvent s'ouvrir dans une mise en œuvre de résilience, la vision qui va changer, aller chercher des capacités en nous qu'on ne serait pas allé chercher en gardant nos acquis, faire des rencontres qu'on n'aurait pas faites. Voilà, entre autres exemples. Okay. Donc ça nous amène à cette deuxième clé, qui est l'autre. Dans la résilience, l'autre est vraiment un critère important. À savoir que voilà, pour pouvoir mettre en œuvre son processus de résilience, il faut trouver des sources d'inspiration extérieures. Enfin, il faut trouver, c'est bien d'en avoir, ou alors de chercher où on en a reçu et où on n'a peut-être pas fait attention à l'époque. De quelle source extérieure on peut s'inspirer. Et des fois, c'est parce que voilà, une personne nous voit tel que l'on est et nous soutient inconditionnellement. Et ça va être très précieux, le soutien inconditionnel reçu d'une autre personne. Mais ça peut être aussi le fait de regarder comment une personne... voilà, ça va vous faire rigoler. Mais moi, quand j'avais justement 14 ans et que j'étais en plein cœur, en plein aux prises avec mes troubles du comportement alimentaire et que j'étais hospitalisée et que je n'avais pas du tout une vie d'adolescente normale, j'ai été très inspirée à l'époque par Eminem, qui était de ma génération. Il est vraiment devenu populaire à l'époque où moi j'avais 14 ans. Et Eminem, je l'ai trouvé résilient, alors à ma façon, puisque quand il a sorti le film 8 Mile, qui parlait quand même relativement beaucoup de son parcours, on voyait comment le mec, ce qui à un moment donné a fait sa force, c'est qu'il ait dit où était précisément sa vulnérabilité. Dans le film, par exemple, le moment où il gagne pour la première fois sa battle alors qu'il est blanc et que ceux qui font des battles de rap sont des noirs et que de toute façon pour lui c'est perdu d'avance, et bien la fois où il mouche tout le monde, c'est il dit ben oui, vous pouvez dire que voilà, je suis juste un blanc qui ne saura jamais rapper, vous pouvez dire que je vis dans une vieille caravane avec ma mère et que je viens d'un milieu complètement dysfonctionnel. En fait, il liste toutes ses vulnérabilités et c'est là qu'après, donc maintenant, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et maintenant, vas-y, balance-moi quelque chose que je ne sais pas encore sur moi pour encore plus m'enfoncer. Et c'est là qu'il mouche tout le monde. Donc, moi, par exemple, Eminem, ce film-là, avait été une source d'inspiration pour moi dans ma propre résilience, parce que c'était la personne qui fait avec son adversité, qui fait tellement avec sa vulnérabilité que c'est ça qui l'a rendu fort, quoi, dans un exemple de cinéma, là, pour le coup, mais... je crois que ça retrace, je crois que le film retrace quand même en grande partie sa vie. Hein. C'est du cinéma, oui, mais c'est autobiographique. Il me semble. Donc première clé, tu nous as dit acceptation. Acceptation de ce qui nous arrive. Acceptation. Donc la deuxième, donc trouver sa source d'inspiration. Voilà, une inspiration extérieure qui peut être aussi à travers du soutien, des rencontres, voilà, une inspiration d'une personne plus ou moins connue. Oui. Ok. Alors là, il est 41 et il nous reste encore 15 minutes. Donc tu nous avais dit 4 clés au début. 4 clés. Ok, bon, c'est bien, on est dans les temps.
Donc la troisième, quelle est-elle? Et bien pour moi, la troisième qui va faire la différence aussi dans une balance plus résiliente que résistante, c'est celle du soutien. Voilà, comme on a pu s'inspirer du soutien qu'on a observé à l'extérieur ou qu'on a reçu à l'extérieur, on va essayer d'intérioriser ce soutien qu'on peut s'accorder à soi-même. Plus ce soutien est inconditionnel, ou alors on peut appeler ça une espèce de bienveillance inconditionnelle, donc avec de l'indulgence pour soi-même, plus on va arriver à être dans cette fameuse résilience plutôt que dans cette résistance. En ce sens, ce que je veux dire, c'est que être résilient, c'est pas juste ne pas laisser tomber. Par exemple, j'ai une épreuve, j'ai un choc, mais je me laisse pas faire, je laisse pas tomber, donc je suis résistant. Mais je ne laisse pas tomber en ne me laissant pas tomber. Et c'est ça la petite subtilité, c'est que c'est pas juste du coup coûte que coûte, je tiens bon ou j'en sais rien, c'est à l'intérieur du fait d'affronter l'épreuve, je suis à l'écoute de moi-même, de ce que je vis et je suis capable de regarder justement les zones où je suis triste, où c'est difficile, où je suis vulnérable. C'est vraiment, voilà, donc il y a encore la notion d'acceptation là-dedans qui est d'avoir un maximum conscience pour pouvoir au maximum accompagner ce que l'on vit, ce que l'on est dans cette épreuve. Donc ne pas se nier, ne pas nier des aspects de soi-même, ne pas finalement faire contre soi-même pour dépasser l'épreuve. C'est vraiment dépasser l'épreuve en faisant du mieux pour prendre soin de soi-même dans l'épreuve, prendre soin de soi dans cette difficulté. Donc, parce que c'est peut-être pas évocateur, je vais essayer de trouver un exemple. Si tu prends un exemple d'épreuve sportive d'endurance très longue ou Alors oui, c'est une très bonne. Ou d'une sportive qui aurait un programme sur plusieurs mois et avec des séances d'entraînement très très dures. Oui, excellent Olivier. Alors voilà, c'est pour ça que tu es complètement dans ton rôle. C'est une excellente piste. Et ça, on travaille beaucoup avec les sportifs parce qu'il y a tellement de volontariat, de volonté, d'aspect volontaire dans les sportifs qui commencent à toucher à des niveaux de performance ou qui cherchent à vraiment se dépasser loin dans leurs limites. Cette volonté, des fois, les pousse à oublier cette notion de bienveillance envers soi et ils vont rentrer dans une maltraitance, des fois même sans s'en rendre compte, et ils vont vouloir pousser trop loin la machine et pas être assez à l'écoute, ou alors ils vont entendre « punaise, là je suis fatiguée, je vais craquer », et au lieu d'entendre et de dire « oui c'est vrai, là je vais ralentir le rythme, je vais m'accorder une forme de récupération d'une façon ou d'une autre, ou je vais prendre soin de moi d'une façon ou d'une autre là-dedans », ils vont dire non, non, tu lâches pas, puis tu continues, puis tu fais plus, ils vont se dire ça à eux-mêmes. Et là, on peut rentrer dans quelque chose qui est résistant, certes, mais qui devient maltraitant et qui serait moins de l'ordre de la résilience en ce sens. Puisque contrairement des fois à ce qu'on pourrait, les représentations qu'on a dernièrement, un peu, qui viennent du sport ou de notre société, je trouve moi personnellement que moi, les exemples dans le sport que j'ai eu me parlaient peu de cette bienveillance et de cette bientraitance de soi. C'était toujours aller plus loin, dépasser les limites, mais ça a un coût à un moment donné parce que justement, si on est résistant, on casse. Que si on plie comme le roseau, on casse pas forcément. Alors certes, on ralentit le rythme, certes peut-être on perd un petit peu l'avance qu'on avait, mais c'est pour mieux se relancer derrière, pour mieux rebondir. Le roseau a cette propriété aussi de souplesse et d'élasticité. Donc c'est très important, oui, de savoir plier au bon moment ou d'entendre qu'on a besoin de plier, s'accompagner là-dedans pour mieux utiliser le rebond derrière de cette bientraitance, quoi. De cette écoute de soi et de cet accompagnement de soi. Ok, donc ça c'est la troisième clé. Donc oui, parce que ce que je voulais dire, par exemple, sur le sport, c'est vrai que si on est trop résistant, on peut quand même aller très loin.
mais c'est là qu'il y a des blessures qui surviennent, ou alors des craquages psychiques aussi des fois qu'on n'a jamais vu venir, ou un burn-out, ou une compensation autre aussi. Il y a des sportifs qui développent des TOC, il y a des sportifs qui développent des troubles du comportement alimentaire, enfin parce que psychiquement, ils ne sont pas bien traitants. Que voilà, rester un sportif épanoui, ça fait, voilà, ménage ta monture et elle te mènera loin. C'est aussi simple que ça. Avec la difficulté que il y a toujours un équilibre très difficile entre se confronter à l'adversité pour progresser ou trouver des nouvelles solutions et savoir quand est-ce que cette adversité, il ne faut pas aller la défier parce que là, on rentre dans ces notions de résistance absolue et qui risque de faire craquer. C'est la marge d'interprétation est très, très fine par moment. Oui, et ça reste la beauté et la difficulté de la vie en même temps, qui est qu'on jongle, et d'où l'importance de prendre un maximum conscience, d'être à l'écoute, d'être dans l'accueil de ce qui est, parce que finalement, l'adversité, on peut aller s'y frotter, et en sachant toutes les opportunités qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vraiment juste la notion de ne pas s'oublier là-dedans, de ne pas oublier la façon dont je me traite là-dedans, et de ne pas mettre ça en péril. Donc finalement, les deux ne sont pas incompatibles. On peut être dans l'adversité sans mettre en péril le lien qu'on a à soi-même ou la façon dont on se traite. Et ça va être vraiment déterminant. Développer vraiment un regard bienveillant, inconditionnel sur soi-même, une écoute inconditionnelle de comment je vais, de quoi j'ai besoin, et voilà, tout en sachant que je suis dans quelque chose de difficile, que je m'y confronte, et que c'est déjà suffisamment malmenant. Voilà, je suis confrontée certes à quelque chose de malmenant, donc de ne pas m'en rajouter, en tout cas moi-même. Ok, donc écoute, donc voilà. Donc tu viens de résumer la troisième clé, donc écoute de soi et bienveillance envers soi. Et donc ce qui nous amène maintenant à ton dernier point sur comment développer sa résilience. Et voilà, oui, on a déjà un peu commencé à l'évoquer. Si on prend par exemple après l'aspect psychothérapeutique, comment est-ce qu'une thérapie pourrait éventuellement aider les gens à être plus dans un processus de résilience lorsqu'ils sont dans une épreuve? On sait aujourd'hui que l'art-thérapie, entre autres exemples, est excellente, puisque la quatrième clé va être d'encourager le potentiel créatif. La créativité, c'est la quatrième clé, ma quatrième clé, voilà, qu'on offre aujourd'hui, puisque c'est vraiment cette idée de si une porte se ferme, je vais devoir en trouver une autre à ouvrir. Et du coup, pour trouver cette autre porte, au début, je suis dans le noir. Je connaissais ce faisceau de lumière, je connaissais cette porte, maintenant c'est bouché. Donc je suis dans le noir. Comment je fais à tâtons pour trouver une nouvelle porte à ouvrir? Et ça, c'est vraiment la créativité dans toute sa splendeur, à savoir comment je fais avec l'inconnu, comment je fais dans le différemment. Donc par exemple, en art-thérapie, pour dire à quel point c'est intéressant sur les notions de résilience, il y a beaucoup d'exercices qui vont se faire où la ligne directrice, finalement, ça va être « Ok, faisons avec le manque » ou « créons avec le manque ». Donc, par principe, on va proposer des outils pour faire sa création, mais avec des manques à l'intérieur. Donc, soit pas le bon support ou qu'une seule couleur, je peux pas utiliser toutes les autres. Voilà, on va faire en sorte, du coup, qu'on manque des moyens qu'on aurait souhaité employer, qui auraient été idéal pour nous d'employer ou qu'on aurait employé avant. Et là, comment on fait en se passant de ces éléments connus ou qu'on trouvait idéaux Donc, c'est la créativité sous contrainte. Du coup, sur le software. Oui. Oui, par exemple, parce qu'il y a une forme de contrainte aussi dans l'épreuve. En général, on ne l'a pas choisi. On est contraint
à l'affronter, quoi. Elle nous arrive et là, on se retrouve face à elle. Donc, c'était un peu comme si on revient à notre surfeur tout à l'heure, il lui manque maintenant sa jambe. Comment il prend appui sur le reste. Et ça, c'est vraiment le potentiel créatif. Donc, voilà, encourager le potentiel créatif va vraiment être une clé pour renforcer le processus de résilience. Ok. Alors dans d'autres... pardon, vas-y. Oui, non, j'allais dire, c'est magnifique ce que tu dis là, et surtout que tu l'aies placé en 4e, parce que ça fait le pont avec la séquence suivante à 18h, qui est donc le pouvoir de l'imagination. Donc, oui, exactement, mais bien sûr, ça donc, fera le lien ça va faire une super transition. Alors, je t'ai coupé, oui, tu voulais dire. Alors, il nous reste 3 minutes là. Et ouais. Alors 3 minutes, mais c'est juste pour rajouter, pour que ça rassure les gens, le potentiel créatif, ça veut pas juste, ça se résume pas à devenir un artiste ou faire des créations artistiques. Le potentiel créatif, c'est simplement aussi dans faire différemment, donc réfléchir différemment, voir différemment, explorer de nouvelles voies. Soit dans de nouvelles expériences, tout simplement, ça c'est être créatif, ou dans des nouvelles manières de réfléchir aux choses. Donc dans les thérapies cognitivo-comportementales aussi, finalement, on peut faire appel à ce processus créatif, en ce sens qu'on va essayer de regarder, voilà comment je pense la situation aujourd'hui. Finalement, est-ce qu'elle est si bonne pour moi, cette façon de penser ? Et du coup, quelle autre forme de pensée je pourrais développer qui serait finalement plus bénéfique pour moi ou qui serait plus encourageante pour moi. Donc c'est de réfléchir à comment réfléchir différemment, ou si ça va être du potentiel créatif. Voilà, remanier sa vision, et toujours avec finalement cette autorisation vis-à-vis de soi-même de dire, oui, maintenant je pense que ça c'est mieux pour moi et je vais vers ça. Et donc je vais explorer, je vais découvrir, je m'autorise, je m'accueille, je m'accompagne là-dedans. Voilà, et ça fait toujours une espèce de boucle. Alors tiens, une remarque de Delphine qui nous dit le potentiel créatif est ce qui caractérise l'être humain au-delà de tout support. Voilà. Donc, voilà. Je suis en admiration sur la finesse d'analyse et de l'inventaire et sur la précision du vocabulaire que tu emploies. Bravo et merci. Merci pour ce commentaire. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin sur la résilience, on a un petit peu le père du concept moderne de la résilience telle qu'elle est étudiée aujourd'hui. C'est Boris Cyrulnik. Je pense que je vais surtout prendre personne en citant ce nom, mais on n'en avait pas parlé. Il y a même lui, entre les livres qu'il a écrits et les vidéos sur YouTube, il est passionnant à écouter. Boris Cyrulnik, C-Y-R-U-L-N-I-K. Voilà, c'est un peu le papa de notre concept de résilience moderne. Voilà, pour ceux aussi qui veulent aller plus loin sur l'appropriation de ce concept. Ok. Alors Marie, je suis obligé de te couper parce que je sais que c'est pareil, c'est comme sur les autres sujets. Il serait possible d'en parler encore longtemps. Donc merci pour ces 4 pistes sur ces 4 clés pour améliorer sa résilience. Que le choc soit passé, et donc là on améliore sa résilience, ou à pratiquer régulièrement pour que quand le problème arrivera, on soit prêt, voilà. Notamment par exemple sur la créativité, quand tu as parlé du potentiel créatif. Si on souhaite te contacter, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on te trouve? On tape Marie-Joëlle Lanctot et on te trouve facilement? Alors, j'ai ma page Google Business, Marie-Joëlle Lanctot. Ok, très bien. Et donc, merci pour ce premier direct, parce que c'était une première pour toi, et tu aimes tellement ça que tu vas revenir, tu reviens demain matin. Et tu feras le final, et cette fois-ci, on appréciera ton expertise et tes talents en matière de visualisation. Je crois que tu nous as préparé un truc sympa.
Je continue de le peaufiner, mais oui, voilà, je vous ai réservé quelque chose. Merci, bonne continuation. Merci. À demain alors, Marie. Ça a coupé juste à l'instant. Bon, on a entendu que tu disais merci et bonne continuation. Encore merci, Marie. Merci. Je coupe la visio. Zoom. Voilà. Très bien. Hop. Alors, ok, donc là, on va refaire une interséquence de quelques minutes. Si j'arrive à me repositionner sur... voilà, hop, et à remettre le son, et à remettre la musique. Si ça veut bien. Hop.